Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal en français du 12 août 2020. D'abord, les principaux titres. Désarmer la milice Imbonerakure et traduire en justice les auteurs de crimes commis au Burundi sont quelques-unes des mesures d'éradication des violations des droits humains que l'organisation Amnesty International suggère au gouvernement burundais. Il est surprenant d'entendre que le Burundi accuse le Rwanda de preneur d'otages des réfugiés burundais sur son sol, alors que certains Burundais se sont vus refuser le droit de rentrer chez eux par les mêmes autorités burundaises. La nomination des hautes autorités burundaises par le président Evariste Ndayishimiye n'est qu'une mise en application des directives laissées par l'ancien président Pierre Nkurunziza. C'est l'avis de l'un des compagnons de lutte de ces deux chefs d'État burundais. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Le Rwanda a accueilli les réfugiés burundais dans le cadre d'aider les personnes en détresse. Par conséquent, ce pays n'a aucun intérêt de prendre en otage ces réfugiés burundais. C'est ce qu'indique Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Il a aussi précisé que son pays est le troisième pays sur la liste des pays ayant accueilli un grand nombre de réfugiés burundais et que jusqu'à aujourd'hui, existe encore des réfugiés burundais dans d'autres pays hôtes. Il a par ailleurs ajouté qu'avant la crise liée au coronavirus, au moins 200 Burundais réfugiés au Rwanda se rapatriaient chaque mois. Concernant la question de réfugiés présumés otages, je voudrais d'abord vous dire que le Rwanda accueille 71 973 réfugiés burundais et les chiffres montrent qu'il est le troisième à accueillir le plus de réfugiés burundais dans la région. Dire que les réfugiés burundais ont été pris pour otages au Rwanda seulement, cela voudrait dire qu'ailleurs, il ne reste plus de réfugiés burundais. Mais c'est faux. Je voudrais rappeler aussi qu'avant la crise liée au Covid-19 et les mesures de fermeture de frontières y consécutives, autour de 200 réfugiés se rapatriaient chaque mois. S'ils n'ont pas pu rentrer en ce moment, ce n'est pas parce que quelqu'un les retenait. Ce n'est pas juste le Rwanda qui a fermé ses frontières. Même celles du Burundi sont fermées. On n'y gagnerait rien en refusant aux réfugiés de rentrer chez eux. On accueille des réfugiés parce qu'ils sont en détresse. C'est cela qui s'est fait quand les réfugiés ont commencé à demander asile au Rwanda et ailleurs. Les réfugiés se rapatrient quand ils le veulent. Le rapatriement se fait sous des procédures établies et les concernés sont le pays auquel ils se rapatrient, le pays hôte et l'organisation du HCR. Jusqu'aujourd'hui, le rapatriement s'est toujours fait sans encombre. Demain, il y aura d'ailleurs une réunion technique pour savoir comment faciliter le rapatriement en cette pandémie. Il y a beaucoup de facteurs. Le chef de la diplomatie rwandaise ajoute que même certains ressortissants burundais bloqués au Rwanda suite à la fermeture des frontières n'ont pas été reçus par le pays, alors que le Rwanda avait facilité leur retour chez eux en collaboration avec l'ambassade du Burundi au Rwanda. Encore une fois, le ministre Vincent Biruta. C'est étonnant d'entendre les accusations portées sur le Rwanda, comme quoi il prendrait en otage des réfugiés, alors qu'autour de 136 ressortissants burundais viennent de passer un moment au Rwanda, venus dans différentes circonstances. Certains étaient en voyage, d'autres venus pour des raisons médicales. Quand les frontières ont été fermées, ont demandé à rentrer, mais le Burundi a refusé de les accueillir. Ils sont toujours là, et même l'ambassade du Burundi au Rwanda a demandé au ministère des Affaires étrangères de faciliter leur retour chez eux. Nous l'avons fait, mais le Burundi a refusé de les accueillir. Aujourd'hui, d'une part, ils refusent d'accueillir ceux qui rentrent de leur séjour au Rwanda, certains venus pour des raisons médicales, et ce transfert, facilité par les autorités burundaises, après leur traitement, ils se sont vus refuser le droit de rentrer. C'est surprenant que certains soient présumés otages et d'autres interdits de rentrer chez eux, alors que leur venue était facilitée par les autorités, pour diverses raisons, dont des raisons médicales. Prendre en otage des réfugiés serait insensé. Nous ne les avons pas appelés à venir et nous n'aurions pas raison de les retenir de rentrer quand ils le souhaitent. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est dit. Notre objectif n'est pas de répondre à ces propos, mais de mettre les choses au clair.
Continuons ce journal sur la page droits de l'homme. Mettre fin à l'impunité pour les responsables de violations des droits humains, la libération des prisonniers d'opinion et le désarmement des Imbonerakure sont certaines des propositions qu'elle donne l'organisation Amnesty International aux nouveaux dirigeants burundais pour améliorer la situation des droits humains au Burundi. Le constat pour cette organisation est que les 5 dernières années ont été marquées par une détérioration du respect des droits humains. Les détails avec Bertrand Ngendakuriyo. Pour l'organisation Amnesty International, les graves atteintes aux droits humains qui ont caractérisé les 5 dernières années étaient imputables principalement à la police, au service national de renseignement et aux Imbonerakure. Pour rompre avec ces pratiques, Amnesty International propose au nouveau gouvernement de mettre fin à l'impunité en traduisant en justice les responsables présumés de ces violations. Depuis 2014, selon Amnesty International, les Imbonerakure font partie de comités de sécurité mixtes au niveau local et procèdent à des arrestations souvent arbitraires et commettent d'autres atteintes aux droits humains. Pour cette organisation, il faut désormais que les Imbonerakure soient tenus à l'écart des questions de sécurité. Selon toujours Amnesty International, il faut que le nouveau gouvernement mette fin immédiatement aux dispersions forcées, mène des enquêtes approfondies et lorsque cela est possible, poursuivre les auteurs présumés de disparitions forcées et révèle aux familles ce qui est advenu de leurs proches. L'autre domaine que propose Amnesty International, c'est la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Pour cette organisation, plusieurs défenseurs des droits humains et journalistes ont été arrêtés et déclarés coupables dans le cadre de la répression de la société civile et des journalistes. Créer un environnement sûr pour le retour des personnes réfugiées est une autre proposition de l'organisation Amnesty International au nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement doit montrer qu'il s'attaque aux problèmes qui ont conduit certaines personnes à s'exiler, comme les violations commises par les Imbonerakure. Le nouveau gouvernement doit aussi se garder de manipuler politiquement la commission Vérité et Réconciliation. Pour Amnesty International, les méthodes d'exhumation utilisées ne permettent pas de préserver les éléments de preuve découverts dans les charniers. Il conviendrait donc pour Amnesty International de suspendre ces opérations. Alors que les relations entre le Burundi et de nombreux pays sont tendues depuis le début de la crise en 2015, Amnesty International exhorte le nouveau gouvernement à collaborer à nouveau avec les mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits humains. Plus largement, la reprise des relations et de la coopération internationale devrait permettre de rouvrir d'importants canaux d'appui financier et technique en faveur de la concrétisation progressive des droits sociaux et économiques au Burundi. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. Voir aujourd'hui Gérard Ndabirabe à la tête de l'Assemblée nationale est un message qui est donné. C'est l'avis de Leonidas Hatungimana qui fit l'un des ténors du CNDD-FDD. Leonidas Hatungimana précise également que ceux qui sont nommés aux différents postes stratégiques figurent sur une liste léguée par Pierre Nkurunziza à Evariste Ndayishimiye, l'actuel président. Reportage avec Denis Ndayikengurukiye. Leonidas Hatungimana, ancien porte-parole de Pierre Nkurunziza, aujourd'hui leader du parti de l'opposition PPD Girijambo, précise qu'Evariste Ndayishimiye suit le plan qui lui a été laissé par son prédécesseur. Gérard Ndabirabe, l'avenir de Gérard Ndabirabe est dans une... je dirais que c'est en règle. C'est en règle puisqu'il vient dans une suite logique de ce que le président actuel, le général Ndayishimiye Evariste, se serait entendu avec feu président Pierre Nkurunziza, que le premier ministre devait être Bunyoni Alengio, que le président de l'Assemblée nationale devait être Gérard Ndabirabe, le président du Sénat devait être Nyabenda Pascal, mais il a déchanté puisque dans sa province, on a dit non, on ne lui a pas laissé la chance d'être le président, plutôt sénateur. Sinon, il devait être le président du Sénat et le révérien Ndikuriyo devait être le secrétaire général du parti. Selon Leonidas Hatungimana, Evariste Ndayishimiye n'a fait qu'à sa tête et que ce qu'il fait ne tient pas de la volonté du peuple. Le président Ndayishimiye Evariste ne vient pas donc comme un président de la République qui doit mettre en application la volonté du peuple,
mais c'est un président de la République qui doit mettre en application la volonté de feu Pierre Nkurunziza. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle peut-être Samuragwa. C'est-à-dire que son l'oreille qu'il aille, c'est ça qu'il est en train d'appliquer. Ancien ténor du CNDD-FDD, Leonidas Yatungimana rappelle que certains cadres de ce parti ont tenté de conseiller Pierre Nkurunziza de ne pas briguer un troisième mandat et que Gérard Ndabirabe a dit qu'il devait être condamné à mort. Vous savez que Gérard Ndabirabe, comme je venais de le dire, avait dit que la solution pour les frondeurs, seulement parce qu'il venait de faire le lèse-majesté, de dire que le troisième mandat est illégal et illégitime, il devait encourir la peine de mort. Pour l'homme devenu opposant aujourd'hui en exil, la situation des droits de l'homme va se détériorer de plus belle, puisque certaines nouvelles autorités ne vivent que par le crime. Pour ceux-là qui avaient encore l'idée des droits de l'homme, de l'existence, ou de la persistance, ou de la restauration des droits de l'homme au Burundi. Il y a le ministre actuel, le super ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communal ou communautaire. Et son surnom, c'est Ndakugarika. C'est-à-dire, je te tue. Et puis, vous voyez Révérien Dikurio qui, un jour, a donné, je dirais, un conseil aux habitants de la mairie de Bujumbura, surtout dans les quartiers de Nyakabiga, Giza, je ne sais pas, qu'il fallait tuer pour récupérer les parcelles de ceux qui seraient morts. Et récemment, il a dit pour un homme qu'on a surnommé Kaburimbi ou Kaburimbo, qu'il voulait sa tête et qu'il donnait 5 millions. Alors, vous voyez que dans le sens de ces trois dirigeants, il y a cette notion, cette volonté de tuer. Bref, Leonidas Yatungimana se montre pessimiste et pour lui, l'Assemblée nationale dirigée par Gérard Ndabirabe n'apportera rien à la nation pour restaurer la paix et la sécurité. Merci aussi à Denis Ndaïkengurukiye. Les juges du tribunal de grande instance de Kayanza ont violé le code de procédure pénale burundais dans le procès de 3 jeunes accusés d'attentat contre le président de la République. Ces propos sont de maître Gustave Niyonzima, vice-président du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi. Il indique qu'après la condamnation à 30 ans de réclusion des 3 suspects, alors que le procureur avait requis 7 ans et demi de prison. De prime abord, je commencerai à vous dire qu'il y a eu des violations procédurales si l'on s'en tient au code de procédure pénale burundais. Tous ces prévenus ont été mis aux arrêts sans qu'il y ait la présence des avocats de leur choix, sans qu'ils gardent le droit du silence et sans que même le ministère public, à défaut que ces prévenus et leurs avocats commettent des avocats communément appelés les commis d'office. Alors, tout sera violé ostentatoirement l'article 10, alinéa 5 du Code de procédure pénale, parce que chaque prévenu a le droit d'avoir un avocat de son choix et garder le silence à l'absence de lui, et avoir un commis d'office s'il n'a pas les moyens, et garder le silence à l'absence de toutes ces conditions si énumérées. Alors, ça c'est au niveau de l'aspect procédural. Et au niveau même de la substance de ce dossier, de ce procès, le ministère public auparavant a soumis un dossier devant le juge, ce qu'on appelle avis d'ouverture et note de fait d'instruction à ONFI, sur base de l'infraction de non-assistance à une personne en danger, en l'occurrence le chef de l'État. Par après, le juge pénal a requalifié l'infraction, a commis cette infraction en infraction d'attentat au chef de l'État.
Qu'en dit la loi? Quid du code de procédure pénale? Alors, en vertu de l'article 232 du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur base de preuves tangibles qui lui sont rapportées au cours des débats contradictoires et discutés devant lui. C'est-à-dire qu'en termes juridiques, en vertu du principe sacro-saint, que le juge ne peut pas statuer ultra petita. C'est-à-dire que le juge ne peut pas statuer au-delà de la demande ou même des réquisitoires du ministère public, qui est la partie demanderesse, qui est la partie poursuivante par rapport à la défense. Normalement, le juge met sur la balance les actes d'accusation et la défense, et les arguments de la défense, pour prendre sa décision avec des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats contradictoires, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il a violé ostentatoirement l'article 232 du Code de procédure pénale. Donc il a statué ultra petita au lieu de statuer omnia petita, c'est ce qui avait été demandé. Plusieurs indicateurs ont bel et bien montré que ce procès était un procès politique et non judiciaire. Il n'y avait aucun élément constitutif de la flagrance de l'infraction. Même le ministère public a mal joué son rôle d'instruire à charge ou à décharge. La preuve en est qu'il n'a pas pu décharger le prévenu qui n'était pas sur le lieu de l'infraction. Encore une fois, maître Gustave Nyonzima. Ça nous montre qu'il y a des signes éloquents que c'est un dossier politique et non un dossier judiciaire. Mais aussi, si l'on s'en tient au principe cardinal de toute enquête et instruction, ce principe veut que le ministère public instruise à charge et à décharge. Parmi les prévenus, il y avait celui qui était à son domicile et un autre qui était en train de vaquer à ses activités de mécanicien. Et par après, il y a eu un montage que c'est une flagrance de l'infraction alors qu'il n'y a jamais eu de clameur publique où des gens ont alerté donc l'ordre public, les gens qui se chargent de garantir et de sauvegarder l'ordre public. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ces 3 individus qui sont actuellement incarcérés et jugés et condamnés à 30 ans de prison ont été illégalement et injustement arrêtés. Il n'y a jamais eu de clameur publique, ce qui nous montre qu'il n'y a aucun élément constitutif de la flagrance de l'infraction. Mais aussi, le ministère public devait enquêter à décharge parce qu'il y a quelqu'un qui était à son domicile, mais ces dires n'ont pas été tenus en considération. Et aussi, le rôle du ministère public est de sauvegarder l'ordre public, mais en mettant en avant les libertés individuelles, en les sauvegardant, tout en assurant l'ordre public, le ministère public a le droit de sauvegarder les libertés individuelles et d'instruire à décharge. Et je termine en paraphrasant un pénaliste chevronné qui était professeur de droit pénal, Émile Garçon, qui disait « Je préfère voir 10 coupables en liberté plutôt que de voir un innocent puni ». Page de justice pour clore ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 296 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé de les maintenir en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés à Mosigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir.